Quelle est la meilleure fois où quelqu'un a sorti le fameux « Vous savez à qui vous parlez » devant vous? J'ai tenté d'alerter une concession automobile parce qu'il refilait à un couple âgé un taux d'intérêt de 18%, alors qu'un grand panneau à l'entrée annonçait fièrement 0%. La réaction ne s'est pas fait attendre. Ils se sont amusés à balancer mes clés de voiture d'un vendeur à l'autre, comme s'il s'agissait d'un ballon de rugby, jusqu'à ce que la télécommande explose contre le sol, puis ils ont dégonflé mes pneus, tout ça sous le regard hilar du patron qui filmait la scène. Sauf que je n'ai pas perdu mon sang-froid. J'ai sorti mon insigne d'inspecteur d'État et j'ai vite compris qu'il menait une arnaque bien rodée depuis 20 ans, ciblant sans vergogne les personnes âgées et les immigrés avec, en prime, le patron qui recyclait le vieux manuel de formation de mon grand-père défunt pour apprendre à ses équipes à falsifier des signatures. Après ça, il s'est mis à me filer partout avec une Honda identique à la mienne, jusqu'à ce que sa propre fille tombe sur les preuves qui ont fait tomber 6 concessions d'un coup. Je suis l'inspecteur d'État qui a fait fermer 6 concessions automobiles pour fraude l'année dernière. Samedi dernier, je cherchais une nouvelle voiture chez Premier Auto. J'étais en vieux jean, sweat tame Impala râpé, pas vraiment la tenue du client idéal. La salle était pleine à craquer, ça s'annonçait bien. En attendant mon tour, j'ai remarqué un vendeur en train de discuter avec un couple âgé et de leur annoncer un TAEG de 18%, alors qu'une banderole devant la baie vitrée affichait en grand 0%. Je fais un signe discret au vendeur, un genou à la coupe dégoulinante de gel. « Excusez-moi, j'ai vu que votre panneau indique 0%, mais ce couple se voit proposer 18. Je me disais que vous voudriez le savoir. » Il lève les yeux au ciel comme si j'étais un idiot. « Monsieur, on sait vendre des voitures depuis 20 ans. Pas besoin de leçons. » J'essaie d'expliquer que c'est illégal, mais il me tourne le dos en pleine phrase. 5 minutes plus tard, débarque le responsable financier, baraqué, la trentaine, grosse chaîne en or, polo beaucoup trop moulant. « Écoute mon gars, » il lâche. « Retourne jouer à la console et laisse-nous bosser. On n'a pas besoin d'un gamin pour nous expliquer la vie. » Je reste calme. Je signale juste que le taux affiché n'est pas celui qui est appliqué. Il éclate de rire à s'en faire entendre dans toute la salle. Les millénials, franchement, vous croyez tout savoir parce que vous avez lu 3 trucs sur Reddit. Je vends des bagnoles depuis que t'avais même pas le permis. Les clients se tournent. Ils savourent son petit effet. Et là, c'est parti en vrille. Il chope mes clés Honda posées sur le bureau et les balance de l'autre côté de la pièce à son collègue Jake. Mon cœur s'arrête. Ils se mettent à jouer à la balle avec mes clés. D'autres vendeurs se joignent, un vrai cercle de moqueurs. Ils rient à gorge déployée pendant que j'essaie de récupérer mon bien. Je me retrouve comme un collégien humilié. Les clés volent, et au bout de 30 secondes, Jake les balance de toutes ses forces. L'autre les loupe. Elle s'écrase par terre. La télécommande éclate. Morceaux partout. Les mains qui tremblent. Je m'agenouille pour ramasser les bouts. Et là, quelqu'un donne un coup de pied dans mon gobelet de café. Rien de discret. La tache s'étale sur mes chaussures, le carrelage, sans que personne ne bronche. Le vendeur me contourne, laissant des traces de café partout, comme si j'étais transparent. Je sens mon visage brûler de honte et de colère. Si notre façon de bosser ne vous convient pas, il y a un dépôt de voitures d'occasion plus bas, pour les gens comme vous. Je serre tellement les dents que j'en ai le goût du sang. C'est là que le patron, Dit, débarque. Il me voit par terre, secoue la tête, glisse un mot à la sécurité puis s'adresse à toute la salle. Voilà ce qui arrive quand on laisse entrer n'importe qui en pensant qu'il va nous apprendre notre métier. Le vigile m'attrape par l'épaule, m'aide à me relever, la poigne qui fait mal, et m'escorte dehors sous les applaudissements du staff. Oui, ils applaudissent vraiment. Certains clients ont l'air gênés, mais tout le monde se tait. J'ai les jambes en coton, l'humiliation me colle à la peau. Ils me poussent dehors si brusquement que je manque de tomber, mais ce n'est pas fini. J'essaie de rafistoler ma clé quand 3 vendeurs encerclent ma Honda. Jake sort un outil pour les valves, s'accroupit, dévisse le bouchon de mon pneu avant, le sifflement commence tout de suite. Des clients sur le parking regardent la scène, mais les vendeurs s'en fichent. J'ai du mal à croire qu'on ose ça en plein jour. En 2 minutes, les 2 pneus côté conducteur sont à plat. Ma voiture penche lamentablement. Ils rentrent, se tapent dans la main, et de l'intérieur, toute l'équipe filme la scène. Dit, au milieu, bras croisés, un sourire de vainqueur sur le visage. Je reste un moment là, 2 pneus crevés, la clé en morceaux, les chaussures trempées de café, le corps en tremble, pas de peur, mais d'une rage froide qui m'envahit, jusqu'à ce que je souris en glissant la main dans ma poche arrière. Le retour vers la salle d'expo me paraît interminable. Le même vigile tente de me barrer la route, j'ouvre mon portefeuille, exhibe mon insigne d'inspecteur, il devient livide, me laisse passer. Je vais droit vers Dit, la salle se fige. Ma voix est nette quand je déclare « Inspecteur automobile d'État, et vous venez de rater une inspection surprise. Félicitations. » La tasse de Dit tombe au sol et se brise. Il bafouille des excuses, mais c'est trop tard. J'ai déjà tout documenté et je suis prêt à agir. J'ouvre ma tablette, l'appli officielle s'allume et je vois la panique remplacer son sourire. Il cherche son téléphone à l'aveugle pendant que je photographie le contrat du couple âgé, toujours là sur le bureau du financier. « Appelle l'avocat !» crie-t-il à son assistante, la voix qui tremble. Le haut-parleur grésille. « Qu'est-ce qui se passe encore, Dit ?» L'avocat, la voix lasse, soupire. « Juste un souci d'inspection, des pratiques habituelles, rien qu'on n'ait pas déjà géré. » Les mots résonnent. Pratiques habituelles. Tous les clients entendent, se retournent, et pendant que je prends mes notes, je ressens cette satisfaction familière de l'enquête qui s'imbrique toute seule. Le vigile qui m'avait malmené quelques minutes auparavant s'approcha, les mains tremblantes. « Monsieur, je ne savais pas que vous étiez de l'État. Mon épaule. Je vous ai blessé ?» Sa voix s'éteignit, tandis que je relevais ma manche, découvrant déjà un bel hématome.
Je pris soin d'orienter mon téléphone pour que le logo de la concession soit bien visible sur chaque cliché. Toutes les images partirent instantanément sur le serveur sécurisé de mon supérieur. Jake, de son côté, tenta de gagner la sortie, l'outil pour Valve dépassant toujours de sa poche. Dans sa précipitation, il le laissa tomber. Le bruit métallique résonna sur le carrelage, l'objet s'arrêtant au pied d'une jeune mère qui tenait son enfant dans les bras. Elle baissa les yeux, puis jeta un coup d'œil à mes pneus à plat de l'autre côté de la vitre, et son visage se durcit aussitôt. Elle avait compris. Je composais le numéro de mon supérieur, le haut-parleur activé. Rodriguez à l'appareil. Je suis chez Premier Auto, licence 7UPIL29. On a une situation, agression sur un représentant de l'État, dégradation de biens publics et premiers éléments laissant penser à une fraude organisée sur les taux. Aussitôt, le visage du responsable financier vira au blanc. Il se tourna vers son ordinateur, les doigts s'agitant fébrilement sur le clavier. La tentative de faire disparaître les traces sautait aux yeux. Pathétique. Plusieurs clients avaient sorti leur portable et filmé la scène. Une jeune femme, pas plus de 20 ans, tapait frénétiquement sur son téléphone. Je vis apparaître sur son écran le début d'un article « Fraude Premier Auto révélée en temps réel ». Un couple de retraités s'avança, la femme serrant fermement son contrat. « Inspecteur, voici notre dossier. 18%, comme vous l'avez entendu. » Les mains de son mari tremblaient en désignant la vitrine. Sur la pancarte, c'est marqué 0. On leur a demandé, ils nous ont dit qu'on n'y avait pas droit. Je pris en photo leur contrat, notant au passage signatures et dates. Dite tenta de s'interposer, ses chaussures pleines de café crissant sur le carrelage. Tout ça est un malentendu. Madame Chen, Monsieur Chen, on va s'arranger. Vous savez qu'on soutient la communauté, la ligue de baseball des jeunes. Le taux est de 18%, insista Madame Chen, inébranlable. Vous nous avez dit que c'était le mieux qu'on pouvait espérer. Et là, la salle d'exposition explosa. 2 vendeurs filèrent vers la sortie, la réceptionniste fondit en larmes, et les clients qui négociaient demandèrent brusquement à voir tous leurs papiers. Le téléphone de Did sonna de nouveau. Cette fois, c'était sa femme, et dans la panique, il avait oublié de désactiver le haut-parleur. « Chérie, il me faut le numéro de Davidson, l'avocat, pas le comptable. Dépêche-toi. » Sa voix était tendue, presque criarde. « Papa !» Une voix d'ado retentit alors. « Je suis dans ton bureau, je fais mes devoirs. Il se passe quoi ?» Tout le monde court partout. Le visage de Did se décomposa. « Sophie, reste dans le bureau, ne bouge pas. » Mais Sophie ouvrait déjà la porte, son sac sur le dos, et s'immobilisa devant la pagaille. Des clients qui criaient, des employés qui prenaient la fuite, son père debout dans une flaque de café pendant qu'un inspecteur de l'État consignait tout méthodiquement. « Papa, j'ai pris une décision. Mademoiselle, il faudrait rassembler vos affaires. Une enquête est en cours. » Elle acquiesça, yeux écarquillés, et je l'accompagnai jusqu'au bureau. Did tenta d'intervenir. Je levai la main. Je veille à la sécurité d'une mineure dans le cadre d'une procédure officielle. Sophie attrapa ses manuels à la hâte, faisant tomber une boîte d'archives. Des papiers se répandirent au sol. Des plaintes d'employés, parfois anciennes, dénonçant des commissions injustes, le mensonge systématique sur les taux, les menaces de licenciement en cas de refus de surfacturer. Toutes signées, datées, mais jamais prises en compte. « Oh mon Dieu !» souffla Sophie, lisant par-dessus mon épaule pendant que je photographiais chaque document. « Papa, ils accusent que c'est toi qui les as forcés. » Did rappliqua, tombant à genoux près de sa fille. « Sophie, ma chérie, ce n'est pas... C'est comme ça que ça marche, les affaires. La concurrence est féroce. Il faut bien s'en sortir. La ligue de baseball, les dons à l'église, ta fac, tout vient de là. » Sa fille se dégagea, révoltée. En trompant les gens, à ce moment, le responsable financier apparut dans l'encadrement de la porte. « Dites, il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on va dire. L'inspecteur veut tout retourner contre nous. » Retourner? Je gardais un ton neutre. « Ce sont vos propres employés qui ont écrit tout ça. » Jake poussa le responsable financier. « C'est du grand n'importe quoi. Dites, dis-leur que tu nous as toujours demandé de gonfler les taux. Dis-leur pour les primes à celui qui faisait le plus de marge. Je t'avais prévenu que ça finirait mal. »« Tais-toi, Jake !» gronda le responsable financier. « Non, j'en peux plus !» La voix de Jake se brisa. « Je t'ai dit que tes histoires de Valve, ça irait trop loin. Je t'avais prévenu qu'on finirait par tomber sur quelqu'un de coriace. C'est fou comme tout le monde retourne sa veste dès qu'un insigne apparaît. » Jake tout à coup se souvient de ses scrupules. Le responsable financier essaie de réécrire l'histoire, tandis que Sophie découvre des années de plaintes enfouies dans une boîte. « Mais tu disais que c'était drôle, que ça apprendrait aux gens à se méfier ?» Je continuais de tout consigner, ma tablette enregistrant chaque aveu. Sur le bureau du responsable financier, à moitié caché sous une tasse, j'aperçus des contrats falsifiés, des chiffres effacés puis réécrits, des signatures qui ne collaient pas. Les preuves étaient là, sous mes yeux, mais il me fallait un mandat pour les saisir officiellement. « Reprenez-vous !» tenta Dit, essayant de reprendre la main. « L'inspecteur ne fait que son boulot. On va collaborer. » Il se tourna vers moi en esquissant un sourire crispé. « Pourquoi ne pas discuter de tout ça dans mon bureau, tranquillement? Je dois d'abord terminer mon inspection préliminaire. » répliquai-je en me dirigeant vers les toilettes des clients. Derrière moi, j'entendis Dit souffler à quelqu'un d'aller vérifier les enregistrements vidéo. Une fois dans les toilettes, je griffonnai rapidement mes observations, préparant mon rapport. La porte s'ouvrit brusquement sur le responsable financier, téléphone à la main. « Je l'ai! Il est là-dedans, il prépare un sale coup, il fabrique sûrement des preuves. » Je me lavai les mains calmement. « J'utilise simplement les toilettes, vu la durée de l'inspection. Ce n'est pas un crime. » Mais Dit avait déjà retourné la situation. Vous voyez, il vient, il fout la pagaille, il agresse notre sécurité, et maintenant il se cache aux toilettes pour inventer d'autres mensonges.
C'est du harcèlement ciblé. Dans la salle d'exposition, la blogueuse locale recueillait les témoignages des clients. Le couple âgé ne lâchait rien, brandissant leur contrat sous tous les regards. Dans la salle, certains clients comparèrent leurs documents et réalisaient qu'ils étaient tous confrontés aux mêmes incohérences. La banderole affichant 0% semblait se moquer de nous depuis la vitrine. Mon téléphone vibra, un message de mon supérieur s'afficha. Le président de la chambre de commerce vient de téléphoner. Il affirme que tu sèmes la pagaille dans un pilier de la communauté. Fais attention à toi. Je jetai un coup d'œil circulaire. Dite, pendue au téléphone avec ses avocats, sa fille effondrée en larmes dans le bureau, le personnel qui commençait à se retourner les uns contre les autres, les clients réclamant des explications, le responsable financier affairé à supprimer des fichiers, Jake prêt à tout balancer pour sauver sa peau, les vidéos de surveillance scrutées sous toutes les coutures, des preuves qui s'accumulaient, mais des procédures à respecter. Je sentais le poids des conséquences me tomber sur les épaules. Ce n'était plus une simple concession en jeu. Quand Dite évoquait une pratique courante auprès de son avocat, il laissait entendre que tout cela dépassait largement sa propre entreprise. Les articles de la blogueuse circulaient déjà à toute vitesse sur les réseaux sociaux. La réaction immédiate du président de la Chambre annonçait déjà des interventions politiques. J'eus une pensée pour les 6 concessions que j'avais fait fermer l'an dernier. Chaque affaire avait duré des mois, détruit des carrières, chamboulé la vie de quartiers entiers. Mais je n'oubliais pas non plus les familles ruinées par des crédits toxiques, ni les retraités qui avaient confié toutes leurs économies à ces sociétés. Sophie Dite quitta le bureau, son sac sur le dos, évitant soigneusement les taches de café et les morceaux de tasse éclatés au sol. Arrivée sur le pas de la porte, elle lança un dernier regard à son père. « Maman a toujours dit que ta réussite, c'était trop facile, » murmura-t-elle. « Je comprends maintenant. » Le visage de Dite se décomposa tandis que sa fille s'éloignait. Pendant ce temps, le responsable financier continuait à effacer frénétiquement des fichiers. Jake restait sur la réserve après avoir sans doute trop parlé, et un couple âgé patientait pour donner sa déposition. Moi, j'étais au centre de tout ça, ma tablette à la main, conscient que ce n'était que le début. Mon téléphone sonna à nouveau. Rodriguez, toujours lui. La directrice veut te voir lundi matin. Il paraît qu'il y a des doutes sur tes méthodes, qu'on te reproche de déstabiliser les petits commerces pour pas grand-chose. Le président de la chambre de commerce a déposé plainte, officiellement. Je regardais toutes les preuves accumulées sur ma tablette. Contrats trafiqués, plaintes d'employés, aveux filmés par des clients, tous ces éléments qui n'auraient aucune valeur si on me retirait le dossier. Reçu, répondis-je à Rodriguez. Mon rapport préliminaire sera prêt. Au moment de partir, Dite revint vers moi, visiblement transformée. Sa panique avait laissé place à une froideur bien plus inquiétante. Tu penses être un héros ? Tu viens juste de sacrifier 50 emplois. 50 familles dépendaient de cette concession. Le seul responsable de ces licenciements, c'est toi, répliquai-je. Le jour où tu as choisi de miser sur la fraude. Il se rapprocha, haleine de café et parfum trop cher. Tu n'as vraiment aucune idée de qui tu affrontes. Ça fait 20 ans que je suis ici. Je connais tout le monde. Et lundi, tout le monde saura aussi qui tu es. L'inspecteur qui prend plaisir à détruire les petits commerces. Je n'ai pas baissé les yeux. On dirait qu'on va tous les deux avoir un week-end chargé. En regagnant ma Honda aux pneus à plat, je sentais les regards, tantôt solidaires, tantôt hostiles, posés sur moi. Tout le monde attendait la suite. L'outil pour Valve traînait encore sur le sol du showroom, là où Jake l'avait fait tomber, preuve de leur petite intimidation qui avait finalement révélé beaucoup plus grave. J'appelais une dépanneuse, mon téléphone vibrait sans cesse sous les notifications. L'article du blogueur était en train de devenir viral. Sauver première auto était déjà en tendance locale. Les commentaires affluaient, certains me traitant de héros, d'autres de fonctionnaires bornés s'acharnant sur les petits commerçants. C'est toujours comme ça que ça commence. Une découverte, la panique, puis la contre-attaque. Mais cette fois, ce n'était pas le dossier habituel. Dite n'était pas qu'un simple escroc. Il avait des appuis, des ressources et une fille qui venait d'ouvrir les yeux. Il avait tout à perdre, et moi aussi, à vrai dire. Le dépanneur arriva en moins de 20 minutes, un homme trapu d'une 50aine d'années qui jeta un regard désabusé à mes pneus à plat avant de secouer la tête. Il chargea ma Honda pendant que je restais là, encore sonné par tout ce qui venait de se passer. Mon téléphone vibrait toujours, mais je l'ignorais. Le travail m'attendait. De retour chez moi ce soir-là, j'ai éparpillé tous mes dossiers sur la table de la salle à manger. Photo de l'hématome sur mon épaule, capture d'écran du contrat du couple âgé, copie des plaintes d'employés retrouvées dans le bureau de Dite, l'outil pour Valve sur le carrelage du showroom. Chaque preuve était soigneusement rangée, enregistrée sur plusieurs serveurs cloud. L'écran du portable illuminait la pièce alors que je rédigeais mon rapport préliminaire. Chaque infraction devait être décrite avec précision, en respectant scrupuleusement les protocoles de l'État. Le moindre écart permettrait aux avocats de Dite de démonter l'enquête. J'ai travaillé toute la nuit, soutenu par le café instantané et la détermination. Le dimanche matin a amené son lot de nouveaux soucis. Ma voisine est venue frapper, visiblement à l'aise. Son fils joue dans l'équipe de baseball junior sponsorisée par Dite. L'entraîneur avait déjà envoyé un mail aux parents pour les prévenir que le financement pourrait sauter si la concession avait des problèmes. Elle m'a demandé si je ne pouvais pas lâcher un peu de lest. J'ai expliqué que la fraude restait de la fraude, peu importe les dons à la communauté. Elle est repartie sans rien dire, mais son regard en disait long. Le café où j'allais chaque matin n'avait plus la même ambiance le lundi. La barista, d'habitude bavarde, évitait soigneusement mon regard en préparant mon habituel. J'ai repéré Dite installé dans la banquette du fond, à ma place, sirotant un expresso tout en consultant son téléphone. Il a levé sa tasse, avec un sourire narquois, quand je suis entré. Le message était clair. Ici, c'était chez lui. J'ai pris mon café à emporter et suis parti pour le bureau de l'État.
Direction mon rendez-vous avec la directrice. Les couloirs, d'ordinaire animés, étaient inhabituellement calmes, les conversations s'interrompant à mon passage. Les nouvelles allaient vite dans notre service. Tout le monde était au courant de la plainte de la chambre de commerce. En pénétrant dans le bureau de la directrice, j'ai trouvé la pièce plus exiguë que jamais. Elle m'attendait derrière son bureau, les doigts croisés, le directeur adjoint à ses côtés. Ils avaient déjà pris connaissance de mon rapport préliminaire, mais leur visage ne laissait rien transparaître. L'entretien a duré 2 heures, pendant lesquelles ils ont disséqué chacune de mes décisions, chaque action, chaque élément du dossier. Ils m'ont rappelé à quel point il était crucial de respecter les procédures, de ménager les relations avec les commerçants locaux et de maintenir ce fragile équilibre entre l'application de la loi et le soutien à la communauté. J'ai défendu mes choix un à un tout en sentant clairement la pression politique qui pesait sur mes épaules. Finalement, la directrice a statué, l'enquête pouvait se poursuivre, à condition que j'envoie désormais un rapport quotidien et que j'inclue systématiquement le service juridique dans toute correspondance. Toute nouvelle démarche visant Premier Auto devrait désormais recevoir une validation préalable. Je comprenais bien le message. J'étais placé sous étroite surveillance. En sortant du bureau, j'ai trouvé Rodriguez qui m'attendait dans le couloir. Il m'a tiré à l'écart, s'assurant qu'on n'était pas écouté, puis m'a confié que Dit avait passé des coups de fil tout le week-end. Le patron de la concession avait ses entrées un peu partout dans l'administration, auprès de gens à qui il avait déjà rendu service. Rodriguez m'a conseillé de me méfier, de rester vigilant. Il aurait aimé m'aider davantage, mais sa femme venait de décrocher un poste dans une banque qui finançait les véhicules de Premier Auto, ce qui l'empêchait de prendre le moindre risque. Les jours suivants se sont transformés en véritables numéros d'équilibristes. J'ai poursuivi mon enquête dans le cadre strict imposé par ma hiérarchie en multipliant les demandes d'accès aux documents administratifs concernant les autres licences commerciales de Dit. Ce que j'ai découvert m'a retourné l'estomac. Des sociétés écrans empilées les unes sur les autres, toutes rattachées à Dit et pensées pour diluer les responsabilités. Le même scénario frauduleux se répétait dans plusieurs parcs automobiles du département. Les archives publiques révélaient 5 ans de plaintes de clients, toutes semblables. Des taux annoncés qui grimpaient, sans explication, des frais cachés qui surgissaient à la signature, des contrats dont les termes ne correspondaient jamais à ce qui avait été promis. Le schéma sautait aux yeux, mais obtenir la preuve formelle d'une fraude intentionnelle nécessitait plus que des témoignages. J'ai commencé à me rendre sur place, aux adresses de ces sociétés. La plupart n'étaient que de petits terrains dans des quartiers modestes, ciblant une clientèle précaire qui n'avait pas vraiment le choix. Les vendeurs, mal à l'aise en me voyant arriver, avaient manifestement été prévenus de ma venue, mais étaient aussi éreintés par des années à tromper les clients. Certains auraient voulu parler, mais la peur les retenait. Un après-midi, alors que je consultais les réseaux sociaux pour surveiller les discussions autour de Premier Auto, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. Dit jouait la victime en public, tandis que son responsable financier effaçait des preuves à la vue de tous. C'est une stratégie plutôt culottée, surtout quand on sait que des clients comparent désormais leurs contrats et repèrent les mêmes combines partout. Je me demande encore comment il imaginait que cela pourrait se passer autrement. Jake, le vendeur qui m'avait crevé les pneus, affichait sur Instagram des photos où il exhibait fièrement ses chèques de commission. Les publications dataient de plusieurs mois et montraient des sommes qui n'avaient rien à voir avec les chiffres modestes déclarés par Premier Auto à l'administration. Soit Jake enjolivait la réalité, soit la concession minimisait volontairement ses ventes pour échapper au fisc. J'ai tout archivé par capture d'écran, alimentant un dossier qui ne cessait de s'épaissir. Mais en enquêtant, j'ai remarqué un détail troublant. Mes propres profils sur les réseaux sociaux étaient surveillés. Des comptes anonymes s'étaient mis à me suivre, à publier des captures d'écran de mes anciens posts, notamment celui où, il y a 2 ans, je saluais l'engagement de Premier Auto dans la communauté, bien avant de découvrir leur magouille. L'équipe de Dit se constituait manifestement un dossier sur moi. La pression psychologique montait d'un cran. Dit s'était mis à apparaître partout où j'allais, à la salle de sport, au supermarché, au pressing, toujours à distance, sans jamais m'adresser la parole, mais en se montrant bien ostensible. Il avait même troqué sa berline de luxe contre une Hyundai identique à la mienne, qu'il garait ostensiblement à des endroits où je ne pouvais pas la rater. Le message était limpide. Il me surveillait, attendait, et voulait me faire comprendre que je n'étais pas à l'abri. Mon chef m'a convoqué pour une nouvelle réunion. Une plainte avait été déposée contre moi pour surveillance abusive de Premier Auto, m'accusant d'être venu espionner l'entreprise en dehors des horaires d'ouverture. Les caméras des commerces voisins montraient ma voiture passant plusieurs fois devant la concession. Ce que les images ne montraient pas, c'est que je suivais précisément les consignes d'enquête, documentant les allées et venues et cherchant des indices. Mais le contexte n'avait aucune importance. La plainte était officielle, inscrite à mon dossier. J'ai tenté de contacter d'anciens salariés de Premier Auto, dans l'espoir que l'un d'eux accepte de parler. La plupart n'ont même pas répondu, et ceux qui l'ont fait m'ont clairement fait comprendre qu'ils avaient été menacés de poursuites s'ils violaient leur clause de confidentialité. Dit avait verrouillé toutes les issues. Puis, j'ai eu un coup de chance. Lors d'une nouvelle demande d'accès aux documents, j'ai découvert que la comptable historique de Premier Auto, Maria Burt, avait quitté son poste brutalement 6 mois plus tôt, après 8 ans de service, sans préavis. J'ai retrouvé sa trace dans un petit cabinet de comptabilité à l'autre bout de la ville. D'abord méfiante, Maria a fini par accepter de me rencontrer, à condition que ce soit dans un café discret, loin de nos bureaux. Elle est arrivée tendue, jetant des regards inquiets autour d'elle. Elle m'a expliqué avoir tenu, pour elle, un tableau secret où elle consignait les écarts entre les taux annoncés et les vrais contrats. Elle avait tenté d'alerter Dit, qui avait balayé ses remarques d'un simple « c'est un malentendu ». Avant de quitter Premier Auto, elle avait sauvegardé tous ses fichiers sur un cloud partagé, oubliant que son accès n'avait jamais été coupé.
Elle m'a donné les identifiants, me recommandant de tout récupérer au plus vite avant que la faille ne soit repérée. Je l'ai remerciée, mais alors que je me levais, elle m'a attrapé le bras pour me mettre en garde contre le responsable financier, Tom McRobert. Il avait accumulé des dettes de jeu colossales, dont Deed se servait pour le tenir à sa merci. Tom n'était pas seulement complice, il était totalement piégé. Ce soir-là, j'ai téléchargé les fichiers depuis une connexion sécurisée. Les dossiers étaient en nombreux, et Maria avait tout soigneusement consigné, surfacturation, contrats trafiqués, signatures contrefaites. L'un d'eux montrait que les pires contrats, ceux aux clauses les plus abusives, étaient signés d'une main qui n'avait franchement rien à voir avec celle de Deed. Quelqu'un imitait sa signature précisément sur les documents les plus douteux. J'ai téléchargé l'ensemble, tout en étant bien conscient que je consultais sans autorisation des documents confidentiels. Mais je savais aussi que ces preuves étaient au capital. Il me faudrait ensuite trouver une façon légale de les exploiter, mais pour l'heure, il était urgent de mesurer l'ampleur de la fraude. Le lendemain matin a compliqué les choses. Un juge administratif avait été nommé pour examiner mon enquête et vérifier si mes démarches relevaient d'une vengeance personnelle contre Premier Auto. Ce juge aurait la main sur tous mes rapports, toutes les plaintes déposées à mon encontre et l'ensemble des publications sur les réseaux sociaux que l'équipe de Deed avait pu collecter. Ma carrière entière passait désormais au peigne fin. Il me fallait du soutien, mais il se faisait rare. Daniel, un ancien collègue aujourd'hui dans une banque qui finançait les stocks de Premier Auto, était partagé lorsque je l'ai sollicité pour des infos sur leurs pratiques de crédit. Il voulait m'aider, mais il ne pouvait pas se permettre de risquer son poste. Sa fille venait d'entrer à la fac, il avait besoin de son salaire. Il m'a donné ce qu'il pouvait, quelques indices sur des anomalies dans les dossiers de financement de Premier, mais il a catégoriquement refusé de témoigner. La pression ne pesait pas que sur moi. J'ai appris que l'État lançait un audit chez le nouvel employeur de Maria Bird, prétextant des incohérences dans leurs déclarations. Le timing était trop parfait pour être innocent. Maria m'a appelé en larmes, accablée par un patron qui lui reprochait d'avoir attiré des ennuis. Elle m'a confié que son mariage battait sérieusement de l'aile, son mari ne comprenant pas pourquoi elle s'était mêlée à des histoires aussi troubles. Je ressentais le poids de ma responsabilité. Mon enquête chamboulait la vie de personnes qui n'avaient rien fait d'autre que vouloir agir correctement. Mais je ne pouvais pas lâcher, pas après avoir vu combien de clients avaient été arnaqués au fil des années. J'ai donc changé d'approche. Plutôt que m'en prendre directement à Premier Auto, j'ai commencé à creuser du côté du mentor de Deed, l'ancien propriétaire décédé 3 ans plus tôt. Les archives publiques regorgeaient d'allégations de fraude à son encontre, mais il avait toujours réussi à passer entre les mailles du filet. Il avait initié Deed au métier, lui léguant manifestement plus que l'entreprise, aussi ses méthodes douteuses. Ce contexte était essentiel. Si Deed avait été formé à considérer ses pratiques comme normales, la question de l'intention devenait d'autant plus délicate. La fraude pénale suppose une volonté manifeste de tromper. Si Deed était sincèrement persuadé de ne faire que ce qu'on lui avait appris, il devenait plus difficile de l'incriminer. Mais ma patience avait ses limites. J'avais vu tous ces couples âgés, ces mères isolées, ces jeunes familles, tous abusés par Premier Auto. Que Deed s'imagine ou non respecter la norme du secteur, des gens étaient lésés. La pression n'a cessé de monter. Ma carte bleue s'est mise à être refusée, alors que je n'étais pas à découvert. En appelant la banque, on m'a parlé d'activités suspectes sur mes comptes, m'obligeant à vérifier une à une toutes les opérations. Comme par hasard, ma connexion Internet a été coupée et il a fallu plusieurs interventions pour la rétablir. Quasiment du harcèlement, chacun de ces incidents étant facilement niable, mais l'ensemble laissait peu de place au doute. Puis est arrivée la rencontre qui allait tout changer. Tom McRobert, le directeur financier, m'a contacté par le biais d'une connaissance commune. Il voulait me voir à l'écart, loin de la concession. On s'est retrouvés dans une salle de sport à l'autre bout de la ville, où il prétendait s'entraîner. Il avait mauvaise mine, les traits tirés, les mains tremblantes. L'assurance dont il faisait preuve la première fois avait disparu. Il m'a livré sa situation à voix basse, entre 2 exercices. Ses dettes de jeu étaient bien pires que ce que Maria avait pu imaginer. Il devait de l'argent à des gens qui ne plaisantaient en pas avec les délais. Deed lui avait proposé de l'aider, mais à condition de lui obéir au doigt et à l'œil. Tom avait alors accepté de truquer des contrats, gonfler les taux, ajouter des frais cachés. Mais il avait fini par franchir un cap. Il s'était mis à imiter la signature de Deed sur les dossiers les plus sensibles, dans l'idée de protéger son patron tout en répondant aux exigences de rentabilité. Il était pris en tenaille entre Deed et ses créanciers, sans véritable issue. Il voulait sortir de là, sans savoir comment s'y prendre. J'ai vu là une occasion à saisir. S'il acceptait de collaborer, d'apporter des preuves concrètes de la fraude organisée, on pouvait monter un dossier solide. Mais Tom était mort de peur. Il savait ce qui arrivait à ceux qui se mettaient en travers de Deed. Je lui ai laissé ma carte, l'invitant à réfléchir. Quand il a quitté la salle, j'ai remarqué qu'il boitait légèrement. Il m'a parlé d'un accident récent, mais rien dans sa façon de le dire n'était crédible. On était bien au-delà de la simple fraude commerciale. Il y avait des blessés, des familles brisées. Et plus j'avançais, plus la toile de corruption s'élargissait. Mon chef m'a averti que le procureur général suivait désormais l'affaire et m'a donné 48 heures pour rassembler mes preuves et présenter un dossier convaincant, sans quoi tout serait enterré. J'ai travaillé d'arrache-pied, en mettant de l'ordre dans les contrats, les plaintes, les tableaux de Maria, le témoignage potentiel de Tom. Mais je voyais bien que ça ne suffirait pas. Il me fallait un élément irréfutable, la preuve d'une véritable volonté de frauder. C'est là que j'ai pris une décision qui me entrait. J'ai recontacté Tom, cette fois en jouant carte sur table. Je lui ai expliqué que la sécurité de sa famille passait avant tout, mais que s'il refusait de coopérer, je n'hésiterais pas à demander à l'État d'examiner de près ses finances, ses déclarations fiscales, ses liens avec le milieu du jeu. Je n'étais pas fier d'avoir ainsi joué sur sa détresse, mais je n'avais plus d'autre choix.
Tom a fini par céder. Il a accepté de faire une déposition enregistrée sur les pratiques de Premier Auto, la complicité de Dietz et la mise en place d'une tromperie organisée envers la clientèle. Mais il avait posé une condition, que sa famille soit relogée avant qu'il n'accepte de témoigner. J'ai donné mon accord, tout en sachant pertinemment que je faisais des promesses que je n'étais pas certain de pouvoir tenir. L'entretien s'est déroulé dans une chambre d'hôtel à l'autre bout de la ville. Les mains de Tom tremblaient pendant qu'il me racontait, dans les moindres détails, des années de pratiques douteuses. Il m'a expliqué comment Dietz fixait des objectifs de vente irréalistes, puis fermait les yeux lorsque son équipe franchissait la ligne pour les atteindre. Il a évoqué le système de primes qui récompensait celui qui tirait le maximum d'argent des clients. Il a reconnu avoir trafiqué des signatures, modifié des contrats, fait disparaître des plaintes. Mais il a aussi dressé le portrait complexe de Dietz, persuadé malgré tout de servir une cause importante pour la communauté. Pourquoi Tom décidait-il soudain de tout révéler à un enquêteur venu s'intéresser à son patron? Cet homme, qui vivait dans la terreur de Dietz, se livrait d'un coup dans une chambre d'hôtel à des aveux détaillés. Ce retournement semblait un peu trop pratique pour tout le monde, à ce moment précis. Tom voyait la fraude comme un moindre mal, indispensable pour préserver des emplois, soutenir les associations locales et poursuivre sa propre vision du rêve américain. Son témoignage ne dessinait pas la caricature d'un méchant, mais révélait un homme faillible, égaré en chemin. En l'écoutant, j'ai eu un choc. Plusieurs années auparavant, lors de l'achat de ma première voiture, j'étais passé par une concession appartenant à Robert O'Rober, le mentor de Dietz. En relisant mes vieux papiers, j'ai repéré des anomalies qui m'avaient complètement échappé à l'époque. J'avais été victime du même genre d'arnaque que celle sur laquelle je menais l'enquête, trop jeune et naïf pour m'en rendre compte. Cette prise de conscience m'a bouleversé. Ce n'était plus seulement une question de protéger les clients à venir, c'était devenu une affaire personnelle. Mais cela rendait d'autant plus nécessaire de rester impartial. Je ne pouvais pas laisser mon expérience de client influencer mon jugement. Armé du témoignage de Tom, j'ai rédigé mon rapport final. Les éléments étaient accablants. Une fraude organisée sur plusieurs années, touchant des centaines de clients et représentant des millions d'euros de surfacturation. Mais il y avait aussi un coût humain. Des salariés pris entre leur conscience et leur gagne-pain, un dirigeant convaincu que servir la communauté justifiait de tromper ceux qui la composaient, des innocents pris au piège. À l'approche de la deadline des 48 heures, j'ai tout transmis au bureau du procureur général. Les preuves d'agissement frauduleux ne laissaient aucune place au doute, mais il restait difficile de prouver l'intention criminelle. Dietz pouvait toujours prétendre qu'il ne faisait que suivre les usages de la profession inculquée par son mentor. La question des signatures fausses embrouillait encore les choses, car les aveux de Tom se retournaient surtout contre lui. La réponse n'a pas tardé. L'État allait donner suite, mais en axant les poursuites sur les infractions réglementaires, non sur le pénal. Premier Auto écoperait d'amendes, de mesures correctives obligatoires et d'un contrôle renforcé. Mais Dietz, lui, n'irait pas en prison. À mes yeux, cela ressemblait à une victoire en demi-teinte. L'annonce a immédiatement fait réagir. Certains dans la communauté se sont réjouis d'avoir enfin obtenu justice après des années de pratiques douteuses. D'autres ont redouté les pertes d'emplois et la disparition du soutien local. Le clivage était net et la blessure profonde. Dietz, de son côté, a joué la carte de la retenue. Il a convoqué la presse, reconnu sa part de responsabilité, tout en affirmant avoir toujours agi dans l'intérêt de ses clients. Il a promis des réformes, affiché sa volonté de transparence et s'est engagé à réparer les dégâts. Mais quand son regard a croisé le mien au milieu de la foule, j'ai compris que l'histoire était loin d'être terminée. Les procédures officielles allaient traîner, mais l'impact, lui, a été immédiat. Les ventes de Premier Auto se sont effondrées, certains employés ont préféré partir, d'autres se sont fait licencier, et même l'équipe de baseball des jeunes a perdu son sponsor. Les répercussions se sont propagées à toute la communauté, jusque chez ceux qui n'avaient jamais mis les pieds chez Dietz. J'ai repris mon travail habituel, mais rien n'était plus comme avant. Les autres concessionnaires me jetèrent des regards méfiants, mes collègues gardèrent leur distance. Mon supérieur a été clair. Même si j'avais mené l'enquête jusqu'au bout, l'addition politique était salée, et mon prochain entretien annuel en tiendrait compte. Quant à Tom McRober, il s'est volatilisé. Sa famille a bien été relogée, mais il n'est jamais venu déposer officiellement. Sans lui, le volet pénal du dossier s'est encore effrité. J'ai appris qu'il aurait trouvé un arrangement avec ses créanciers, grâce à l'intervention d'une personne haut placée. C'était évident, mais impossible à prouver. Le cabinet de Maria Burt a survécu à l'audit, de justesse. Elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle ne regrettait pas de m'avoir épaulé, mais qu'elle devait désormais penser d'abord à sa famille. Je comprenais, mais la solitude commençait à se faire sentir. Pendant ce temps, Dietz se réinventait. Il a embauché des consultants, mis en place de nouveaux systèmes, patiemment reconstruit sa réputation. Il s'est présenté comme un dirigeant repenti, ayant tiré les leçons de ses erreurs. Petit à petit, le récit a changé, et j'ai assisté, impuissant, au retour en grâce de Dietz auprès de l'opinion. En parallèle, ma propre image s'est dégradée. Sur les réseaux sociaux, on me traitait d'inspecteur tatillon, responsable de la chute d'un pilier local pour de simples infractions techniques. Les centaines de clients floués étaient repassés à la trappe dans le vacarme autour des licenciements et de la fin des parrainages. Un soir, alors que je relisais une dernière fois les dossiers avant de les classer, je suis tombé sur un détail qui m'avait échappé. En fouillant les tableaux de Maria, enfouis au milieu des données, j'ai découvert la preuve d'un schéma bien précis. La fraude n'était pas le fruit du hasard. Elle ciblait sciemment les personnes vulnérables, les personnes âgées, les nouveaux arrivants, celles avec un mauvais dossier de crédit, bref, tous ceux qui avaient le moins de chances de se défendre ou même de comprendre leurs droits. Ce n'était pas du simple business, c'était une prédation organisée, consciente, cruelle. Mais il était trop tard. L'affaire était close.
les sanctions acceptées. Dit allait payer des amendes, se plier à des contrôles, mais continuer à exercer. Le système avait parfaitement joué son rôle, protégeant les intérêts en place tout en donnant l'impression d'une justice rendue. Assis dans mon appartement, cerné par des cartons de preuves qui avaient englouti des mois entiers de ma vie, je me demandais sincèrement si tout ça avait vraiment un sens. Tant d'innocents avaient souffert, pendant que les coupables échappaient à toute sanction digne de ce nom. La communauté était fracturée, et malgré le scandale, les vieilles combines de la vente auto, mensonges, exploitation des clients vulnérables, protection des puissants, persistaient presque intactes. Pourtant, en repensant à Madame Chen, cette vieille dame à qui on avait imposé un taux de 18%, un souvenir me revenait en mémoire. La carte de remerciement qu'elle m'avait envoyée, où elle avait écrit simplement « Vous nous avez rendu notre dignité ». Peut-être qu'au fond, c'était ça, l'essentiel. Peut-être qu'on ne change pas le monde d'un seul coup, mais à coup de petites victoires, un couple protégé, une arnaque démasquée. Le système restait loin d'être parfait, mais ce n'était pas une raison pour baisser les bras. À l'heure de me préparer pour la suite, je savais que Dit se tenait prêt lui aussi. Notre bataille touchait à sa fin, mais la guerre entre exploiteurs et défenseurs ne faisait que continuer. J'avais appris à mes dépens ce que coûte la droiture, à quel point la justice est complexe, et combien il est cher de rester intègre dans un univers corrompu. Cette enquête m'avait transformé, moins naïf, plus prudent, mais aussi plus résolu, parce que désormais je savais ce que coûte l'indifférence, et c'était un prix que je refusais de payer. Le lendemain matin, un événement inattendu est venu bouleverser le cours des choses. Le siège de Premier Auto, redoutant que l'affaire n'éclabousse d'autres succursales, avait lancé sa propre enquête interne. Leur responsable conformité a débarqué à l'improviste dans mon bureau, chargé de cartons d'archives exhumés lors de leur audit. À l'intérieur, j'ai découvert des manuels de formation datant de l'ère Robert, où l'on détaillait noir sur blanc les méthodes douteuses que j'avais mises au jour. Le responsable conformité a soigneusement étalé les documents devant moi, précisant qu'il souhaitait se dissocier des méthodes de Dit, tout en se protégeant d'un scandale plus large. Le contrat de franchise comportait des clauses sur les exigences éthiques, allègrement ignorées par Dit. Ils acceptèrent de coopérer, mais exigeaient la plus stricte confidentialité. En feuilletant les supports de formation, j'ai repéré des passages surlignés sur la maximisation des profits clients ou l'interprétation très souple des taux, des tournures habiles pour suggérer la fraude sans jamais la nommer. Dans les marges, la plume reconnaissable de Robert levait toute ambiguïté. À côté d'un passage sur les taux, une note laconique. Juste pour la vitrine. C'était une pièce maîtresse. Dit n'avait pas seulement hérité d'une concession, mais d'un système taillé pour tromper, et le siège fermait les yeux tant que l'argent rentrait. Mais à présent, face à l'orage, ils étaient prêts à sacrifier un maillon pour sauver le réseau. L'audience administrative approchait. J'ai passé mes journées à organiser les preuves pour tisser un récit qui montre la fraude systémique et la culture qui l'a favorisée. Il fallait présenter Dit à la fois comme coupable et comme produit d'un système véreux, sans jamais minimiser ses responsabilités. 3 jours avant l'audience, Jake a débarqué chez moi, visiblement à bout, l'air traqué. Il m'a confié que les autres vendeurs cherchaient à sauver leur peau en se renvoyant la faute. Lui voulait témoigner, mais voulait aussi l'assurance que sa coopération serait prise en compte. Je ne lui ai rien promis, mais j'ai recueilli sa déposition, consignant méticuleusement ses révélations. Grâce à lui, j'apprenais que l'incident de la valve n'avait rien d'un accident. C'était une pratique réservée aux clients jugés trop coriaces. Le système de commission était encore plus vicieux que je ne l'imaginais, avec des bonus pour la vente d'options inutiles, surtout aux personnes âgées. Il m'a même montré des messages où les vendeurs se congratulaient d'avoir arnaqué les plus vulnérables. Le matin de l'audience, un ciel bas pesait sur la ville. La salle de conférence débordait de monde. Au premier rang, les patrons des concessions, impassibles. Derrière, anciens et actuels employés de Premier Auto, certains partis en protestation, d'autres espérant sauver leur poste. Le reste de la salle était rempli de clients, couples âgés, jeunes familles, parents isolés, tous victimes de surfacturation. Dit est entré avec ses avocats, mais il avait perdu de sa superbe. Son costume flottait sur ses épaules, la fatigue creusait ses traits, ses mains tremblaient, alors qu'il rangeait ses papiers. Quand nos regards se sont croisés, j'ai lu dans ses yeux non pas la colère ou la défiance, mais un épuisement profond. Le président de séance a réclamé le silence. J'ai présenté minutieusement mes preuves, commençant par le dossier Chen et déroulant le fil de la fraude organisée. À chaque document projeté, la supercherie apparaissait un peu plus clairement. La disparition de Tom à la veille de sa déposition officielle tombe vraiment à pic pour quelqu'un d'aussi bien placé. Je me demande bien à qui a profité ce départ soudain pour raison de dette. Sûrement pas à l'enquête, qui avait besoin de son témoignage pour avancer. Un silence pesant régnait, seulement percé par quelques murmures étouffés de gens qui se reconnaissaient dans les documents exposés. Quand j'ai dévoilé les manuels de formation, plusieurs patrons du premier rang se sont agités sur leur siège, mal à l'aise. L'affaire ne concernait plus uniquement Dit, c'est tout un milieu qui se retrouvait mis à nu. Le visage du président d'audience se durcissait à mesure que l'ampleur du scandale se précisait. Appelé à témoigner, Jake, la voix tremblante, est venu confirmer mes conclusions. Il a reconnu sa part dans la fraude, mais a insisté sur le fait qu'on lui avait présenté ses méthodes comme la norme du métier. Il a évoqué la pression constante pour atteindre des objectifs impossibles.
l'ambiance où l'on fermait les yeux sur la malhonnêteté et la façon dont les questions d'éthique étaient balayées d'un revers de main sous prétexte de naïveté. Les autres concessionnaires le regardaient avec une hostilité à peine voilée. Le moment le plus marquant fut sans doute lorsque le président de séance a invité Dietz à s'exprimer. Il s'est levé avec difficulté, s'appuyant sur la table pour ne pas vaciller, la voix brisée alors qu'il tentait d'expliquer sa version des faits. Il est revenu sur son arrivée en Amérique sans rien, ses débuts chez Robert à l'adolescence, et cette conviction forgée avec les années que la réussite passait par la débrouillardise. Il pensait sincèrement aider les gens, permettre à certains d'acheter une voiture qu'ils n'auraient jamais pu se payer autrement, soutenir sa communauté en créant des emplois et en sponsorisant les associations locales. Il s'est effondré en parlant de sa fille. Sophie ne lui adressait plus la parole depuis le début de l'affaire. Sa femme était partie s'installer chez sa sœur. L'équipe de baseball avait trouvé d'autres sponsors qui s'étaient empressés de couper les ponts avec Premier Auto. Tout ce qu'il avait bâti pour réaliser son rêve américain s'était effondré, et il commençait à peine à comprendre les raisons de cet échec. Le président a alors suspendu la séance. Dans les couloirs, les conversations allaient bon train. On mesurait l'ampleur des répercussions de l'enquête. D'autres concessions adaptaient déjà leurs pratiques, par prudence. Les banques réexaminaient leurs liens avec les concessionnaires automobiles. Le Parlement local mettait en place de nouvelles lois imposant une transparence totale sur les prix des voitures. Lorsque l'audience a repris, le président m'a demandé quelles sanctions je préconisais. C'était le moment que je redoutais le plus. Recommander la fermeture pure et simple de Premier Auto, supprimer 50 emplois et priver la ville d'une entreprise, ou bien proposer une refonte du système pour offrir une seconde chance. J'ai pensé à Madame Chen et à toutes les victimes, mais aussi aux salariés pris au piège d'un système défaillant, à la communauté qui risquait de se retrouver avec un local vide de plus, à la possibilité que des réformes apportent un vrai changement. J'ai donc recommandé une tutelle totale, une indemnisation obligatoire des clients lésés et une réorganisation des pratiques commerciales sous la supervision de l'État. Dietz serait définitivement écarté de toute responsabilité financière, mais pourrait garder son entreprise à condition de respecter des règles strictes. 2 heures plus tard, la décision est tombée. La commission suivrait mes recommandations, avec quelques exigences supplémentaires. Premier Auto subirait un audit complet de toutes ses ventes passées, les clients concernés seraient remboursés avec intérêt, la concession serait placée sous tutelle pendant 5 ans, et chaque salarié devrait suivre une formation à l'éthique. Surtout, les conclusions seraient transmises à d'autres autorités, ce qui risquait fort d'entraîner des enquêtes similaires ailleurs. À la sortie, les réactions étaient contrastées. Certains clients, soulagés, s'embrassaient en remerciant la justice, des employés retrouvaient un peu d'espoir, d'autres s'inquiétaient pour leur avenir, et les concessionnaires se regroupaient, visiblement nerveux à l'idée de devoir eux aussi rendre des comptes. Dietz m'a rejoint sur le parking. De près, il semblait pris de 10 ans d'un coup. Il m'a tendu la main, que j'ai serrée après une hésitation. Il m'a remercié de lui laisser la possibilité de se racheter, d'avoir écarté la fermeture. Il a reconnu s'être perdu, avoir été influencé par de mauvais exemples, et promis de tout reconstruire sur des bases saines, même s'il savait que la confiance serait longue à retrouver. En rentrant, j'ai trouvé mon bureau couvert de dossiers tout neufs. Mon supérieur m'a appris que mon travail sur Premier Auto servait désormais de référence, que d'autres États réclamaient nos rapports, et que le Parlement accélérait l'adoption des lois sur la transparence. Le changement était en marche, doucement mais sûrement. Dans les semaines suivantes, j'ai suivi la transformation de Premier Auto. Nouvelle direction, tarifs transparents, traitement des demandes d'indemnisation. Certains employés sont partis, d'autres sont restés, soulagés de pouvoir enfin travailler honnêtement. Dietz s'est mis en retrait pour se consacrer à sa famille. Les retombées se sont poursuivies. Le cabinet de Maria Baer a accueilli de nouveaux clients attirés par son intégrité. Tom McRober a commencé à se soigner pour son addiction au jeu, encouragé à parler ouvertement de la pression subie, et Jake s'est tourné vers la défense des consommateurs, apprenant à repérer et dénoncer les pratiques douteuses. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre de Sophie Dietz. Elle me remerciait d'avoir permis à son père d'ouvrir les yeux sur ses erreurs et racontait comment ils tentèrent de reconstruire leur relation pas à pas. Elle s'était inscrite en droit de la consommation, décidée à protéger les autres contre les abus. La famille Chen m'a adressé une nouvelle carte, cette fois accompagnée d'une photo de leur petit-fils à sa remise de diplôme. L'indemnisation qu'ils avaient touchée avait servi à financer ses études. Madame Chen écrivait que mes actions leur avaient redonné confiance en la justice. Finalement, une réforme globale de la vente automobile a été votée, imposant la transparence des prix et réprimant fermement les pratiques trompeuses, et d'autres États ont suivi. Le siège de la franchise a adopté de nouvelles politiques à l'échelle nationale. Ce qui n'était qu'une simple inspection au départ avait bouleversé tout un secteur. J'ai repris mes missions quotidiennes avec un regard neuf. Chaque dossier était l'occasion de protéger les consommateurs, tout en prenant en compte la complexité humaine derrière chaque situation. L'affaire Premier Auto m'avait appris que la justice ne se limitait pas à la sanction. Il fallait aussi créer des systèmes pour éviter que d'autres ne soient victimes à l'avenir. Ma réputation avait changé. D'inspecteur qui avait détruit Premier Auto, j'étais devenu celui qui avait réformé la vente automobile. Les concessionnaires continuaient à me regarder avec une certaine méfiance, mais beaucoup admettaient à demi-mot qu'il fallait bien que les choses changent. Peu à peu, la tension laissait place à une collaboration prudente. Les dossiers de l'enquête avaient en beau être rangés, son impact, lui, ne s'effaçait pas. Les facultés de droit en faisaient un cas d'école, et les agences de défense des consommateurs l'utilisaient pour former leurs équipes. Les précédents posés lors de l'audience servaient désormais de boussole pour les décisions à venir. Le changement se mettait en place lentement, pierre après pierre, chaque nouvelle protection bâtie sur la précédente.
Il m'arrive encore de passer devant Premier Auto. Fini la banderole tapageuse, 0%, désormais de vrais prix affichés en vitrine. Le showroom, jadis théâtre du désordre, fonctionnait maintenant dans une transparence presque exemplaire. Dites, les tempes argentées, se tenaient parfois devant l'entrée, observant les clients recevoir un accueil enfin honnête. On se saluait d'un signe discret, conscient de tout ce que nous avions traversé ensemble. Le prix à payer avait été lourd pour tous. Des carrières bouleversées, des familles sous tension, des quartiers déchirés. Mais de tout ce chaos était né un renouveau, une façon de faire plus saine, des protections renforcées, et l'espoir qu'on pouvait enfin marier rentabilité et éthique. L'enquête était close, mais ses leçons restaient vivaces. En pensant à la suite, je savais que d'autres batailles m'attendaient. Il y avait d'autres Roberts, d'autres réseaux véreux, d'autres victimes à défendre. Mais cette fois, j'avais l'expérience, des précédents solides, et la certitude que le changement n'était plus une illusion. La lutte entre intérêts et protection ne s'arrêterait jamais, mais chaque pas en avant ouvrait un peu plus le chemin pour les suivants. Ma Honda, réparée et ronronnante comme au premier jour, m'emmenait vers de nouveaux défis. Chaque dossier amenait son lot d'obstacles, de résistances, mais aussi d'occasions d'améliorer les choses. Ce travail, difficile, souvent ingrat, parfois risqué, prenait tout son sens quand je repensais à la dignité de Madame Chen, au courage de Sophie, ou même à la rédemption de Dites. L'affaire Premier Auto m'avait fait passer de l'humiliation à la reconnaissance professionnelle, puis à une prise de conscience plus profonde. La justice se joue sur la ligne de crête entre sanctions et seconde chance, entre responsabilité individuelle et transformation collective. Cette conviction a guidé chacune de mes enquêtes par la suite. Merci d'avoir partagé cette histoire avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt.